Mesdames et messieurs, bienvenue sur Panel Africa TV, la chaîne de la Renaissance africaine. Pour cette deuxième édition de notre émission Plan David Covid-19, nous avons l'honneur de nous entretenir avec le professeur émérite des universités François-Xavier Eto'o, par ailleurs recteur honoraire de l'université de Douala. Bonsoir professeur. Bonsoir madame. Vous êtes membre actif de l'Académie des sciences dans le Collège de sciences biologiques. Aussi, vous êtes directeur de publication de l'ouvrage La spore bactérienne et ses illustrations. Pouvez-vous nous édifier sur cette œuvre? Oui, commettre cet ouvrage, l'idée est partie du fait que dans l'imaginaire des populations, dès qu'on parle microbes, on voit tout de suite maladie, altération. Et j'ai vu l'utilité de rendre un peu positif la perception qu'on a du microbe. C'est ce que nous appelons dans le jargon la microbiologie positive. Donc la spore bactérienne étant cette forme particulière que la nature a donnée à certaines bactéries qui peuvent donc être pratiquement immortelles. C'est-à-dire que dès que certaines conditions sont remplies, ces microbes se transforment en une structure qui peut rester des siècles sans mourir et qui va donc résister à toute forme d'agression, qu'elle soit physique, chimique, tout ce que vous voulez. Vous voyez donc que c'est une forme très particulière de la chose biologique qui a cette mystérieuse appréhension. Et il fallait donc que je regarde non pas seulement du côté négatif des maladies et des problèmes d'altération et autres, mais du côté positif, qu'est-ce qu'elle peut apporter, comment est-ce qu'elle peut aider l'être humain. C'était aussi pour montrer comment on peut domestiquer un microbe et tirer avantage pour le bien-être des humains. Voilà un peu la philosophie de cet ouvrage-là. Et naturellement, il y a deux grandes parties. Expliquer d'abord qu'est-ce que c'est qu'une spore bactérienne, comment est-ce qu'elle naît, qu'est-ce qui se passe, quelles sont ses capacités, ses qualités, et maintenant comment est-ce que nous pouvons l'apprivoiser pour en faire un allié plutôt qu'un ennemi ou un adversaire. Dites-nous, quel est l'état actuel de l'avancement de la recherche et de la réflexion sur le Covid-19 dans le monde? Alors, la situation que nous vivons maintenant, puisque contrairement à ce que la spore bactérienne voulait, c'est-à-dire montrer le côté positif des microbes, mais il se trouve que la pandémie vient d'un autre microbe, un autre type de microbe qui est un virus, plus particulièrement dans la famille des coronavirus. Et il se trouve que c'est une famille un peu particulière de coronavirus, jusqu'à ce que le SARS-CoV-2 apparaisse. On dénombrait 36 membres de la famille des coronavirus. Et je voudrais faire un petit rappel. Souvenez-vous qu'en 2003, pour parler simplement pour tout le monde, son frère, qui était aussi un coronavirus, et qui avait provoqué une première épidémie à l'époque, en 2003. On l'a appelé le SARS-CoV-1. Et l'épidémie s'est arrêtée en Europe. Partie de Chine, s'est arrêtée en Europe. Il n'y a pas eu de problème. En 2012, il y a eu un autre coronavirus. Celui-là, on l'a appelé
le MERS-CoV, c'est-à-dire que le syndrome respiratoire sévère du Moyen-Orient, qui a aussi créé une épidémie qui s'est limitée justement à cette région du monde. Et la grande nouveauté, l'événement extraordinaire, c'est le SARS-CoV-2, un autre coronavirus, qui se différencie des autres en ce sens qu'il est plus virulent et il a une vitesse de propagation qu'on n'avait jamais connue jusqu'à présent. Voilà un peu la particularité de ce virus-là et qui provoque donc la maladie dénommée Covid-19, puisque ça a démarré en 2019. Voilà. Et vous comprenez que à situation nouvelle, il faut des éléments nouveaux pour faire face. Il se trouve que le SARS-CoV-19, le Covid-19, pardon, se présente à nous comme une sorte de... J'aime prendre la métaphore des militaires. Nous nous retrouvons dans une sorte de guerre asymétrique. On voit comment l'ennemi décime nos troupes, mais nous n'arrivons pas à localiser la position de l'ennemi. Je prends cette métaphore pour que vous compreniez le climat qui prévaut maintenant par rapport au Covid-19. Les recherches, vous pouvez imaginer, sont dans tous les sens, mais on peut rapidement les mettre en deux catégories. Les recherches qui visent à trouver un médicament et les recherches en pareille circonstance, comme nous sommes dans l'urgence, c'est de trouver un vaccin. Voilà les deux grands axes où les recherches dans le monde sont en train d'y aller. Alors, s'agissant du vaccin, je puis vous dire que nous vivons une situation particulière qui ne s'est jamais vue dans le monde de la recherche. En principe, pour avoir un vaccin, il faut compter une dizaine d'années pour produire un vaccin. Quand vraiment c'est urgent, on peut forcer et au bout de 5 ans, on produit un vaccin. Aujourd'hui, avec le Covid-19, on est en train de battre les records du temps et des procédures. Entre 6 et 22 mois, on doit pouvoir trouver un vaccin. Voilà où nous en sommes. Ce qui fait qu'en ce moment, pour être un peu court, quand le problème éclate et arrive chez nous en Afrique au mois de mars, on pouvait compter à peu près déjà 200 candidats vaccins dans les laboratoires, dans les pays. Et rendu à ce jour, fin juillet, il reste à peine une dizaine qui ont traversé le tamis et qui devraient dans les prochains mois probablement donner espoir. Alors, parmi les vaccins, là aussi, il faut voir qu'il y en a qui sont dans le style classique, c'est-à-dire que le virus est atténué et il est jeté pour aller susciter les défenses immunitaires et pouvoir le combattre. Vous avez l'autre catégorie de vaccins où le virus est carrément inactivé. Et on lui fait donc modifier le matériel génétique permettant d'aller justement provoquer l'apparition des anticorps dans le système de défense. Et vous avez un troisième type aujourd'hui, celui des acides nucléiques, du matériel, des vaccins recombinants. Et pour faire court, c'est cette troisième catégorie qui semble être en tête de fil dans la course. Et on sait que depuis le 27 juillet dernier, aux États-Unis, il y a une firme qui est suffisamment avancée, qui a brûlé un certain nombre d'étapes dans l'élaboration des vaccins et qui passe donc depuis le 27 juillet à la fameuse phase 3. C'est-à-dire qu'on teste maintenant à l'échelle humaine, grandeur nature, avec un grand nombre de participants pour voir l'efficacité, la tolérance et la sécurité pour les êtres humains. Semblerait que si tout se passe bien, l'étude va s'arrêter au mois d'octobre. Si ça montre que tout se passe bien, parce que ce vaccin qui est en cours, qui est en tête de file en ce moment,
a aussi pour objectif de voir si des personnes déjà infectées, ce virus pourra non seulement prévenir ceux qui ne sont pas encore infectés, mais ceux qui sont déjà infectés, s'il peut arriver à freiner la progression des symptômes. Hein? Donc il serait un peu une sorte de vaccin préventif curatif, donc vaccin thérapeutique comme on l'appelle. Voilà les grands espoirs qu'on a dans les prochains mois qui arrivent. Et il y en a d'autres. La Chine est en course là-dedans. La Grande-Bretagne en Europe est aussi en course, qui a déjà un vaccin dénommé AZD122, qui a montré de fortes qualités en termes d'activité antivirale, hein, puisque au bout de 48 heures, on a vu que la charge virale due à SARS-CoV-2 hein, baissait de façon significative. Et donc les Britanniques pensent qu'au mois d'octobre prochain, ils pourront déjà parler avec une certaine assurance pour pouvoir passer à l'étape ultime. Mais en tout état de cause, jusqu'à présent, il n'y a encore aucun vaccin qui puisse nous résoudre le problème. Nous devons encore attendre quelques mois. Il en est de même pour les médicaments. Vous avez 4 catégories de médicaments qui sont en cours en ce moment. Au mois de mars, quand j'ai essayé de vérifier, on en avait à peu près 120. Actuellement, l'OMS indique qu'il y a à tout casser une quinzaine qui peuvent encore être dans la course. Donc vous avez, dans cette catégorie, vous avez les antiviraux, vous avez les anti-inflammatoires, vous avez les antiparasitaires et vous avez les médicaments issus de la pharmacopée traditionnelle, Covid Organics à Madagascar et le produit de Monseigneur Cléda au Cameroun, il faut le dire. Et il faut noter que tous ces produits, je préfère donner une lueur d'espoir en disant ces médicaments ont de ceci, comme pour les Européens, les anti-inflammatoires et autres antiviraux, pour le moment, participent à freiner les effets néfastes du Covid, qu'à bloquer le développement du virus lui-même. C'est ça qu'il faut comprendre. Par conséquent, ce qui a été fait à Madagascar, ce qui s'est fait au Cameroun en ce moment et probablement dans d'autres coins du monde, en termes de médicaments, joue sur le fait, et c'est là que ça donne l'impression, et j'espère bien que ça va au-delà de l'impression, de véritablement guérir, ou du moins de soulager les patients. Justement, parlant du Cameroun, professeur, quel est votre point de vue sur la réaction du gouvernement et des chercheurs camerounais face à cette pandémie qu'est le coronavirus? Je pense qu'un de vos confrères m'interrogeait là-dessus en avril dernier, exactement dans les mêmes termes que vous. Et je lui disais que je constate que le gouvernement camerounais fait montre de sang-froid dans la gestion de cette pandémie. Partout ailleurs, on demandait il faut confiner, il faut confiner, il faut confiner. Non. Vous voyez qu'aujourd'hui, ceux-là même qui préconisaient le confinement total sont en train de voir que ce n'était pas la solution idoine. Elle est peut-être efficace jusqu'à un moment donné, mais elle ne résout pas le problème. Donc, l'attitude du gouvernement camerounais, je l'ai trouvée sage. Et maintenant, en termes de mesures d'accompagnement, je pense aussi que la mise en place du comité scientifique, des moyens débloqués pour faire face à cette pandémie devrait pouvoir être optimisé. Et s'agissant des chercheurs, vous savez, les chercheurs ont ceci que face à une situation comme celle-ci, où tout le monde essaie d'abord de comprendre, je profite pour dire que le matériel génétique, si vous voulez, l'ADN ou l'ARN, puisque c'est des virus à ARN, c'est les acides nucléiques et notre matériel génétique, est séquencé, est connu. Du SARS-CoV-2 est connu depuis janvier. Vous voyez, rendu au mois de juillet, on n'a toujours rien de précis en termes de vaccins et de médicaments. Donc le travail continue.
Et je reviens donc dans le cas camerounais pour dire, je reste persuadé que les structures, les institutions d'État ayant pour vocation de travailler dans les problèmes d'infection, d'épidémie sont à pied d'œuvre pour voir quelles réponses endogènes apporter à ce problème. Je tiens à rappeler que vous êtes vice-président du Conseil scientifique Plan David Covid-19. Quelle serait la contribution de Plan David Covid-19 face à la pandémie du coronavirus en Afrique et au Cameroun en particulier? Alors, la contribution du plan Covid-19 sous le panel panel Africa est que d'abord de susciter la confiance pour pouvoir bénéficier d'une oreille attentive de la part de ceux qui ont le pouvoir de décision. Covid-19, dans le cadre du plan David, se veut une instance, une structure de proposition au gouvernement. Une sorte de torche dans la recherche, entre guillemets, pour accepter ma métaphore, de la pénombre où nous sommes, comme je le dis. L'adversaire nous voit, l'ennemi nous voit et nous cherchons encore sa passion pour nous voir. Donc, nous, au sein du plan David, est de faire gagner donc cette confiance à ceux qui ont le pouvoir de décision pour que nous puissions suggérer, éventuellement apporter, autant que faire se peut, toute la panoplie de moyens intellectuels et même, je dirais, technologiques qu'il faudrait pour accompagner nos États africains. Voilà l'objectif du plan Covid dans le sous-programme plan David dans le sous-programme Covid-19. Voyez-vous, ça ne se limite pas uniquement dans le cadre purement scientifique. Il faut voir la chose de façon holistique. Nous voulons là-dedans que les économistes qui peuvent faire des projections. Voyez-vous, le problème aujourd'hui, c'est qu'on a la situation sanitaire de l'autre et en même temps, il y a la situation économique. Comment arriver à concilier les deux? Voilà pourquoi le confinement ne peut pas, à 100%, ne peut pas marcher. Et voilà pourquoi le Cameroun a été bien pensé de ne pas aller dans le confinement total. Parce que si on va dans le confinement total, ça veut dire quelque part qu'on arrête, qu'on bloque les mécanismes de production des richesses dans l'économie. Et alors, ça devient un cercle vicieux. Si l'économie chute, a-t-on encore les moyens maintenant de faire face aux problèmes sanitaires qui se posent? Vous voyez qu'on est dans un engrenage. Donc, l'équilibrisme actuel consiste justement à voir comment arriver à combattre l'épidémie chez nous, puisqu'il y a une pandémie désormais, et en même temps de faire en sorte que l'économie, le pays continue à produire des richesses pour que justement, au niveau des institutions chargées de ces problèmes de richesse, on puisse avoir des moyens de pouvoir renforcer les plateaux techniques, par exemple. C'est tout cela et le plan David a cette chance d'avoir je dirais des hommes et des femmes engagés pour travailler dans le sens des propositions utiles, non seulement au Cameroun, mais aussi à l'Afrique, puisque nous devons commencer par penser nous-mêmes, et par nous-mêmes, avant d'attendre les autres connaissances, puisqu'elles doivent devenir universelles, une connaissance, une découverte. Bon, c'est un peu la philosophie qui anime Plan David de façon générale et spécifiquement pour ce qui est du Covid-19. Merci professeur. Nous arrivons au terme de cette émission, pour cette deuxième édition. Je rappelle que nous avons reçu le professeur émérite des universités, professeur François Xavier Etoa. Oui, mais sauf qu'il était très court. Il y avait beaucoup à dire.
Et je pense que nous devions nous retrouver au mois de novembre pour faire le point sur les avancées liées à la lutte contre ce Covid-19. Dans la mesure où, comme je vous ai dit, certains vaccins promettent d'avoir des résultats fin octobre. Donc dès novembre, décembre, on devrait déjà savoir est-ce que le monde peut espérer juguler, à défaut d'arrêter complètement la pandémie. Sur ce, merci de nous rester fidèles et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de votre émission Plan David Covid-19.